Allez, un petit exercice pour commencer. Alors, bonjour tout le monde et bonjour celles qui sont arrivées entre-temps. Est-ce que vous avez des questions avant de démarrer cette 15e séance? Non. Non, pas de questions. OK. Bon, Non. bah, on va démarrer par cet exercice. Je vous laisse le lire. C'est un exercice type CRPE. On aura 2 sur les pourcentages. Donc, ce sont des exercices qui peuvent tomber dans un sujet classique. D'ailleurs, je pense qu'ils sont extraits d'un sujet. Donc, on a une ville A qui compte 60 000 voitures, une ville B qui compte 18 000, et on a les deux diagrammes circulaires, ce qu'on appelle également les diagrammes en camembert, qui représentent la répartition des voitures selon la couleur, selon leur couleur, dans les deux villes respectives A et B. Donc, nous avons des voitures blanches, voitures d'une autre couleur. Voilà, donc on voit bien avec la légende ici que vous voyez à gauche. Donc quand il n'y a rien quand il n'y a pas de motif, il n'y a pas de couleur, en fait, ça veut dire qu'on est en train de parler des voitures blanches. Donc on demande à un élève ou un élève constate ce qu'il constate. Donc les élèves regardent les deux diagrammes et on leur demande qu'est-ce qu'ils constatent. Donc un élève répond: on peut dire qu'il y a plus de voitures blanches dans la ville B que dans la ville A. Donc l'élève regarde les deux diagrammes et fait la constatation suivante, c'est qu'il y a plus de voitures dans la ville B que dans la ville A. Et la question, a-t-il raison? Voilà. Donc ça, c'est typiquement... voilà, donc vous êtes censé bien vous positionner par rapport à cette question et bien justifier la réponse à cette question et comprendre la problématique qui est posée. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir et revenir vers moi dès que vous avez des éléments de réponse. Donc vous me faites signe quand c'est OK, vous me faites signe également si vous avez une question à poser ou à développer ou autre chose. C'est bon pour moi. OK. Donc c'était Anne qui a répondu, hein? Oui. OK. Alors, donc du coup, est-ce qu'on peut passer au développement? Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Allez, donc Anne, tu as démarré, tu t'es proposé, alors je t'écoute. Alors, j'ai déterminé le nombre de voitures blanches dans la ville A et dans la ville B. OK. Par Très bien. rapport au diagramme qui nous est proposé. Oui. Donc, Alors, dans je la t'écoute. ville
dans la ville A, il y a 25% de voitures blanches. Ok. Alors, pour simplifier l'écriture, je vais l'appeler NA. Donc, NA, indice A, ce sera le nombre de voitures dans la ville A, le nombre de voitures blanches. Donc, 25%, d'accord. Ok. Donc 25% de voitures blanches dans la ville A, c'est 60 000 Oui, divisé par 4, ou voilà. 60 000 fois 0,25. Très bien. Ce qui nous donne. 15 000 voitures blanches. Donc, on a 15 000 voitures blanches dans la ville A. Ok. De la même manière, nous faisons la même chose pour la ville B. Oui. Et donc, dans la ville B, il y a 18 000 voitures, Oui. et 60% sont des voitures blanches. Donc, Et donc, on multiplie 18 000 par 0,6. ok. Donc, 0,6 qui représente 68%. Alors, ce genre de calcul, on peut le faire mentalement, hein, c'est ce qu'on a vu avec la proportionnalité, puisque 60% c'est 6 fois 10%, et 10% on est capable de le calculer mentalement, c'est 1800, et donc 1800 fois 6, un peu plus compliqué, donc on arrive à 10 800 800 voitures voitures, blanches. et bien sûr, donc inférieur à 15 000. Donc, le nombre de voitures blanches dans la ville B est inférieur au nombre de voitures blanches dans la ville A. Donc, cet élève s'est Trompé. trompé. Alors, pourquoi il s'est trompé, en fait? C'est ça l'analyse qu'il faut faire devant un jury à l'oral. Pourquoi l'élève se trompe? Et c'est tout à fait légitime, hein. Il se trompe parce que visuellement, pardon, Oui, il se trompe parce que visuellement, il voit la portion du diagramme plus conséquente dans oui, la ville B que dans la ville A. très bien. Donc, en fait, visuellement, il a comparé 60% à 25%, et même sans visuellement, 25% est toujours inférieur à 60%, quoi qu'il arrive. Donc, si on compare ces deux nombres, bah, il a raison. D'accord? Donc, il a raison quand il dit 25%, c'est plus petit que 60%. C'est vrai, puisque ce pourcentage est plus petit que 60. Mais quand on parle de pourcentage, attention, quand vous parlez de pourcentage, vous êtes en train de parler d'une proportion d'une autre quantité. Et donc, c'est là où il y a l'erreur. Donc, c'est 25% de 60 000, c'est-à-dire le quart de 60 000, et le quart, les 60% de 18 000. Là, on n'est plus dans cette comparaison-là. En fait, si on était dans la rigueur absolue, ces deux diagrammes circulaires ne devraient pas, n'auraient pas dû avoir le même diamètre. D'accord? Oui. C'est-à-dire que j'aurais dû représenter le deuxième, si je veux être dans la rigueur, proportionnel au nombre. Et donc, bien sûr, je vais faire mes fractions, la proportion reste la même, il reste une proportion de 60% et tout ça, mais si je veux comparer les deux, cette ville-là, normalement la ville B, devrait avoir un diagramme plus petit, à l'échelle, quoi. Et ça, on ne le fait jamais, d'accord? Le but, c'est pas de... En fait, quand on compare deux diagrammes, réellement, ce qu'il faudra dire à l'oral, ici, on ne compare jamais deux diagrammes. Le but, c'est pas de comparer des diagrammes, c'est de comparer à l'intérieur d'un diagramme les proportions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer deux diagrammes qui n'ont pas le même nombre, l'effectif total. C'est faux, ça ne veut rien dire. Par contre, si je compare les voitures blanches par rapport à une autre catégorie, là, on peut, dans un même
dans un même diagramme. D'accord? Donc ici, on peut dire, par exemple, que, OK, on a plus de voitures, je ne sais pas quoi, là, d'une autre couleur, par rapport à la blanche. OK, ça marche. Et on peut dire ici que dans la ville B, le nombre de voitures blanches, c'est la catégorie prépondérante. Voilà. Parce que j'ai comparé cette catégorie par rapport aux autres, mais en restant dans le même diagramme, et pas en comparant deux diagrammes qui n'ont pas la même base, c'est-à-dire qui n'ont pas le même effectif total. Et donc ça, quand vous allez construire votre enseignement, il faudra être vigilant sur ça. Et ça, en fait, en général, on va faire ces erreurs-là quand on est débutant. Parce que nous, on ne voit pas les choses de la même manière que l'apprenant qui, lui, démarre. Il ne sait pas ce que ça... Voilà, et pour lui, voilà, il va accepter légitimement ce qu'on lui dit, en fait. Et donc ça, ce sont des sources d'erreurs, d'apprentissage, de construction d'un cours ou d'une leçon ou voilà, on peut, sans avoir l'intention de le faire, faire passer une notion faussement correcte, voilà, je ne sais pas si ça se dit, en négligeant cette chose-là. Okay. Bon, est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui. D'accord, donc on ne compare pas, le but c'est pas de comparer les diagrammes, le but c'est de présenter des données avec un graphique pour qu'elles soient faciles à lire, mais restons dans chaque diagramme, en fait on doit comparer les choses à l'intérieur d'un même diagramme. Bon, voilà, c'était l'idée de l'exercice 3. On va passer à l'exercice 4, qui est on va voir, voilà l'exercice 4. Je vous laisse, c'est un exercice classique, Donc, je vous laisse lire l'énoncé. C'est des calculs classiques de pourcentage qui clôturent momentanément la série sur les pourcentages. Et donc, on corrigera donc point par point. On commence par le point 1 qu'on corrige et ensuite on passera au point 2. Alors, je lis l'énoncé en attendant. Donc, dans la vitrine d'une bijouterie, Jean et son frère, donc ils achètent un cadeau pour l'anniversaire pour leur mère, voilà. Donc, ils aperçoivent deux super boucles d'oreilles à 120 €. Et donc, calculer le prix des boucles après une remise de 25%. Je vous laisse choisir la méthode de votre choix. On est d'accord, on a plusieurs façons de calculer ça. Et donc, dès que vous avez une réponse, je vous écoute. Donc là, on applique une remise de 25% sur un prix. Et donc, on voudrait le prix final après remise. Donc, je vais l'appeler PF. Alors, pour la première, est-ce que vous avez un résultat? Oui. Alors, je vous écoute. Alors, si ma collègue veut prendre la parole, peut-être, pour ce problème? Non. Moi, je veux bien. Allez. Ah, voilà. Parfait, Allez. Stéphanie. Oui, Stéphanie. Alors, j'ai trouvé 90 € en faisant le coefficient multiplicateur. Alors, Donc, c'est 120 fois 0,75 voilà. égale 90. Très bien. Ça suffit largement. Voilà, 90 €. Oui, c'est ce Voilà. que j'ai trouvé aussi. Très bien. Voilà, donc la méthode. Alors, bon, là, on a utilisé le coefficient. On aurait pu passer par un calcul de la remise. Voilà, d'accord. Et ensuite, on déduit la remise de 120 €. On arrive au même résultat, sans souci. Alors, passons au point 2. Donc, dans la même bijouterie, ils aperçoivent une bague. Après une remise de 20%, le prix de la bague est affiché à 78,4 €.
Et maintenant, on cherche le prix initial. Donc là, maintenant, on a déjà appliqué la remise de 20%. Et on voudrait remonter au prix initial. Donc attention, ne pas confondre les deux questions. Dans la première question, on avait le prix initial et on a appliqué la remise. Et là, donc, c'est le contraire. On remonte au prix initial. Donc, pour vérifier votre résultat, je vous conseille d'appliquer la remise et revenir, donc du coup, vérifier que vous revenez bien au prix final, qui est de 78,4 €. Alors moi, j'ai fait différemment. Oui. Je sais pas, vous me direz si le résultat est bon. En fait, j'ai déterminé le prix initial multiplié par 0,8 qui était égal donc à 78,4. Oui, bien sûr. Et donc après, j'ai sorti le prix initial qui était égal à 78,4 divisé par 0,8 Oui. qui donne 98 €. Très bien. C'est ça. Donc, quand on applique une remise, on va utiliser le coefficient multiplicateur en faisant une multiplication. Ben, quand on remonte en arrière, puisque c'est un cas de proportionnalité, hein, eh bien, on va diviser par ce coefficient. Voilà. D'accord? Et donc, gardez bien cette façon de faire. Et puis après, rien ne nous empêche, on va vérifier notre résultat, si c'est juste ou pas. Donc là, tu as trouvé, donc j'imagine, 98 €. Oui. Donc pour vérification, maintenant, bon, ça, on le fait sur notre brouillon, on va vérifier. Donc vérification. Hein, on imagine qu'on est en train de passer le concours, donc on n'a pas envie de perdre des points. On vérifie. Eh bien, bah, je vais remplacer. Hein. Dans le doute, je vérifie. Si je n'ai pas de doute, je passe à la question d'après. Et donc là, sans problème, vous allez retrouver votre prix final. Et on voit bien que le prix final est plus petit que le prix initial. Donc, les confusions qu'on voit sur les copies, parfois les candidats, dans le stress de l'examen, et ils voient plus remise, en fait, ils appliquent une augmentation. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ils vont multiplier par 1,2. Enfin, voilà. Donc, ne perdez pas pied et vérifiez toujours vos résultats. Vous avez largement le temps de le faire. D'accord? Et écrivez bien les formules. D'accord? Là, ce que j'ai écrit, bon, P initial, bon, j'ai dit c'est prix initial. P final, prix final, PF. Et puis, j'écris la formule et je calcule à la fin. Je vérifie sur mon brouillon que ça colle bien. Et terminé. Bien sûr qu'on peut utiliser ici le tableau de proportionnalité, on peut faire plein de choses. Donc là, je vous propose une parmi d'autres, une méthode parmi d'autres qui marche. Alors, si vous avez oublié les autres méthodes, je vous renvoie hein, au replay hein, pour voir toutes les méthodes que j'ai détaillées dans les pourcentages. Voilà, ça vous permettra de reprendre un petit peu le fil de ces méthodes, parce que c'est important de les connaître toutes. Hein. La question 3, donc en s'apprêtant de sortir, Jean-Charles est sous le charme d'un pendentif, donc il voit un autre bijou, et donc ce bijou il passe de 28 € à 21. Voilà, donc il y a une remise appliquée sur ce pendentif, et ce pendentif, son prix il passe de 28 € à 21. Donc je vous laisse imaginer la question, on vous demande de déterminer le pourcentage de la remise. Voilà, à vous de jouer. Donc toujours avec la méthode de votre choix, hein, il y en a toujours plusieurs.
C'est bon pour moi. Ok. Stéphanie, Shakira, les autres peut-être? Moi aussi, c'est bon pour moi aussi. Ok. Alors, qui se propose pour la rédaction? Je veux bien. Allez. Alors, la méthode comme ça, la plus facile que j'ai trouvée, le prix soldé sur le prix initial. Ok, donc prix soldé. Oui, donc prix soldé, c'est le prix final du coup. Oui, oui, Prix final sur prix initial, tu me dis? oui. Ok. Soit 21 divisé par Alors, 28. présenté comme ça, c'est pas un pourcentage, on est d'accord. Non, Bon, on va faire le calcul, on verra après. Donc, du coup, 21 sur 28, ok, qui est égal à 0,75. est égal à 0,75. Ok, Soit une remise de 25%. voilà. Donc, soit, donc si on veut être clair, c'est 1 moins 0,75 fois 100. Ça vient de là, les 25%. Oui. Soit une remise de 25%. Ça marche. Alors, ce n'est pas la méthode la plus simple, celle-là. Parce que la méthode la plus simple, pour moi, c'est le prix. Donc là, c'est une remise. Donc, je vais faire prix initial moins prix final, ce qui représente la réduction. D'accord? Et je vais diviser par ma référence, qui est le prix initial. Et je multiplie par 100. Hein, on l'a vu ça. Hein. C'est pas faux hein, ce que tu as fait ici, mais la méthode la plus logique, pas la plus naturelle, pas logique, la plus naturelle qui arrive quand on calcule des pourcentages connaissant le prix de départ et le prix final, c'est prix final moins prix initial sur prix initial. Donc là, j'ai inversé pour ne pas avoir un moins, mais je peux faire prix final moins prix initial. Et donc, du coup, je vais avoir donc 28 € moins 21 divisé par le prix initial qui est ma base, ma référence. Et donc, je vais trouver 7 divisé par 28, qui est un quart. Hein. Donc ça, si je simplifie par 7, je vais avoir un quart, fois 100, et vous allez trouver 25%. Moi, en tout cas, pour moi, à mes yeux, c'est la méthode la plus naturelle. Quand il s'agit de calculer un taux d'augmentation ou de réduction, quand vous avez vos deux bornes, donc toujours final moins initial sur initial, hein, quand c'est une augmentation, ou sinon initial moins final, toujours sur l'initial, évidemment, puisque c'est notre point de notre référence, notre point de départ. C'est le calcul que j'essayais de faire, mais j'avais oublié de mettre divisé par le prix initial. Ah oui, et on est obligé de diviser, parce qu'on Oui, ramène tout ça à notre référence. oui, Le fait de diviser, parce que si tu fais que prix initial moins prix final, tu n'as voilà, ouais. calculé juste la remise Voilà, en oui. euros. Donc ça, c'est ta remise exprimée en euros, que je ramène au prix initial, donc je divise par le prix initial. Oui, Donc maintenant, j'ai une proportion, d'accord, que je multiplie par 100 pour l'exprimer en pourcentage, tout simplement. d'accord. La proportion, c'est tout simplement ce qu'on voit là, c'est le quart. Et ben, pour l'exprimer un quart en pourcentage, on multiplie par 100 et on arrive à 25%. D'accord? D'accord, merci. Je t'en prie. Bon, voilà pour ces des exercices pour se remettre un petit peu dans le bain. Alors, on va reprendre la leçon de la semaine dernière, donc qui était sur l'arithmétique. Donc, on a défini pas mal de choses la dernière fois. On a parlé de multiples essentiellement et de diviseurs. Et on a été jusqu'à définir la notion, ou parler de la notion de PGCD, le plus grand commun diviseur de deux nombres. Vous vous rappelez tout ça? C'est Oui. bon? Il n'y a pas Oui, de question là-dessus. Donc ça, c'était ce qu'on a vu la semaine dernière. Là, je zoome assez, voilà,
Donc, du coup, pour trouver le PGCD, on a dit qu'on listait les diviseurs de chaque nombre. Et parmi les diviseurs de chaque nombre, on regarde les diviseurs communs et on va prendre tous les diviseurs communs. Donc ça, c'est les diviseurs communs aux deux nombres, c'est-à-dire les diviseurs qui vont diviser à la fois 16 et 56. Et le plus grand de la liste, c'est ce qu'on a appelé le PGCD, le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là. Et on a vu pour application que en divisant par le PGCD, par exemple, 16 et 56, qui sont le numérateur et le dénominateur de cette fraction, ça nous permet de réduire au maximum cette fraction et donner donc son écriture fractionnaire irréductible, c'est-à-dire je ne peux plus la réduire. Et donc on s'est arrêté à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui on va voir la notion de PPCM. PPCM, ça veut dire le plus petit commun multiple de deux nombres. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Donc, alors, je vais essayer d'utiliser, alors on va le faire après. Donc, on cherche d'abord 4 multiples communs à 12 et à 16. Alors, d'abord, je vais commencer par chercher les multiples de 12. Donc, je vais commencer par chercher, donc on cherche des multiples, pas des diviseurs, maintenant des multiples, communs à 12 et à 16. Hein, c'est bien ça. Donc, on a 12 et 16. On cherche des multiples communs à 12 et à 16 et on nous demande d'en trouver 4. Bon. Alors, comment je vais procéder? Alors, est-ce que d'abord la question est claire? Oui? Oui, Oui, On va commencer par regarder les multiples de 12. Donc, c'est un ensemble de nombres multiples de 12. On a vu la dernière fois que les multiples d'un nombre, ce sont les nombres qui vont être, qu'on peut écrire sous la forme de 12 k, c'est-à-dire 12 fois k. On va regarder que les multiples positifs. Hein. D'accord? On va rester dans l'ensemble des entiers naturels. Même si ce que je suis en train de dire, il s'applique pour les entiers aussi relatifs. Donc, les multiples de 12, ce sont tous les nombres que je vais pouvoir écrire sous la forme de 12 fois k, avec k, un entier relatif, c'est-à-dire k, il va appartenir à l'ensemble 0, 1, 2, etc. C'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, quel est le plus petit multiple de 12? euh, 1 ou 0, je sais pas. Alors, il ne faut pas hésiter. Et là aussi, attention, hein, c'est un terrain glissant, hein, ça. Hein, il ne faut pas se planter parce que à l'oral, c'est mortel. Hein. Un multiple de 12, c'est 12 fois quelque chose. Est-ce que 1, c'est le résultat d'une multiplication de 12 par un nombre? Parce que je peux Bah obtenir oui, 12 fois 1, 12 fois 1. Et 12 fois 1, c'est 12. 12. Donc, il ne faut pas me dire 1, qui est 1 n'est pas un multiple. Le résultat, c'est le multiple. C'est ça le multiple. Oui, D'accord. d'accord. Voilà. Donc, le plus petit, c'est pas 12. Il y a plus petit encore. Donc, 12, c'est bien un multiple de 12, hein, puisque je peux l'écrire 12 fois 1 ou 1 fois 12. Donc, 12, c'est un multiple de 12. Et encore 2, plus petit. 2. 2, Je veux dire 12 fois 2, pas 2. oui, 12 fois 2. 12 fois 2, c'est plus grand que 12. ouais, c'est plus Moi, j'ai dit, il y a encore un multiple qui est plus petit. petit. Plus petit que 12. Ben, c'est pas 12 divisé par lui-même? Ah non,
On Ah non, multiplie puisqu'on 12 multiplie. par un nombre pour trouver un multiple de 12. Donc, vous avez proposé 12, ok, c'est un multiple de 12, puisque je l'écris 12 fois 1, bravo. 12 fois 2 égale 24, 24 est un multiple de 12, ça marche. Mais il y a encore un autre multiple, il y a un multiple qui est encore plus petit que 12. Et multiple de 12. Est-ce que vous le voyez? À part 3, je ne vois pas, puisque 3, je veux dire par là 1 plus le 12, le décomposer en 1 plus 2. Non, non, on reste dans la Non, multiplication. dans la multiplication, Ouais. Après, ça c'est peut pas 0. être... Ça fait 0. Bah Ça oui, fait ça fait bien. 0. Et oui, 12 fois 0, c'est 0. 0. Ah oui, regardez, je vous ai dit, le cas, il va de 0, 1, 2. Donc, vous avez pris le 1, le 2, mais le 0, il n'est pas beau. Il est beau, le 0. Et bien, 0 aussi, c'est un multiple de 12. Mais en fait, ici, vous allez voir tout simplement la table de 12. Est-ce que vous allez présenter ça aux élèves sous la forme de table de 12. Bon, la table de 12, ce n'est pas la table qu'ils vont apprendre au début. Donc, vous allez apprendre la table de 1, 2, etc. Donc ça, c'est la table de 12. La table de 12, c'est les multiples de 12. Donc, ben, en fait, ça commence par 0, toujours. Et donc, du coup, derrière, on aura 12 fois 3 égale 36. Et je peux continuer. Ensuite, 48, je peux continuer encore. Donc, on rajoute 12 à chaque fois. Donc, si j'ajoute 12 ici, ben, ça va faire 50, 60. Et 72. Et on continue. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça Ah va non. s'arrêter? Et non, ça ne s'arrête pas. Donc, l'ensemble des multiples, c'est un ensemble infini. Contrairement à l'ensemble des diviseurs. Et lui, il est fini. D'accord? Quand on parle de diviseurs, rappelez-vous, on a borné l'ensemble des diviseurs. On a dit que le plus petit était 1. Et le plus grand des diviseurs d'un nombre, c'est lui-même. Et entre 1 et lui-même, entre 1 et le nombre, on a quelques nombres qui s'appellent diviseurs, puisque le reste de la division, par ce nombre-là, ces nombres-là, donnent 0 à chaque fois. OK. Donc là, on a trouvé les multiples de 12, en tout cas, une partie des multiples de 12. Donc, comment on fait pour trouver les multiples de 16? De la même manière. De la même manière. Donc, les multiples de 16, donc, ça sera des nombres qui vont s'écrire 16 fois k. Et donc, ça va commencer à combien? 0. C'est le plus petit. Ensuite, on aura 16. Et à chaque fois, on va ajouter 16. Donc, 16, 32. Et après 32, on aura, donc 32 plus 16, ça va faire 48, etc. D'accord? Et donc, la question, c'est de trouver maintenant des multiples communs. OK? Alors, ben, on va regarder, comme pour les diviseurs communs, quels sont les multiples communs à ces deux ensembles. Eh bien, regardez, on va trouver le 0. Mais le 0, en fait, on ne va pas le compter. D'accord? Quand il s'agit de trouver les multiples communs, parce que 0, par évidence, il est là pour tout le monde. Donc, il ne nous intéresse pas. On va chercher les multiples autres que 0. D'accord? Donc, les 0 ne nous regardent pas. Est-ce qu'on a un multiple qui est dans les deux? On a 48? Oui, 48. Vous avez 48, bien sûr. À votre avis, quel est le multiple commun suivant? Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lister beaucoup plus de multiples à l'aide d'Excel. Comme ça nous permet de voir, parce qu'on n'a pas encore vu Excel, de voir comment je peux utiliser Excel dans le cas des multiples et dans le cas de l'arithmétique en général. D'accord? Donc, je vais quitter cette fenêtre momentanément et je vais aller ici.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos élèves sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les nombres qui m'intéressent ici c'est 12. Est-ce que c'est assez zoomé ou vous voulez que je zoome plus? Non, c'est bon. OK. Donc là, j'ai marqué 12 et 16. Voilà. Et je voudrais, dans cette colonne-là, d'accord, je voudrais mettre tous les multiples de 12. Bon, on a dit que les multiples de 12, alors quand on écrit avec Excel dans une cellule, si je mets les guillemets, c'est du texte, hein, donc 12, je voudrais ici lister, voilà, 12 fois k, ça veut dire les multiples de 12. D'accord? Donc je vais prendre ce nombre-là, je vais le multiplier par k, allant de 1 jusqu'à l'infini. Alors ce que je vais faire, je vais créer ici une colonne que je vais appeler k. D'accord? Donc je vais créer une colonne, je vais mettre un petit peu de... Donc dans cette colonne, je vais mettre mes entiers k, et je vais commencer par 0. L'entier qui est suivant, c'est lequel? Après 0? 1, 1. 1, Voilà. 2, Alors maintenant, je ne vais pas faire ça manuellement. Je vais tout simplement sélectionner les deux cellules. Alors quand je parle de cellules, c'est les petits rectangles là. Hein. Donc à chaque fois que je sélectionne une cellule, hein, donc ça c'est la cellule que 4C. L'adresse de cette cellule-là, de ce rectangle, c'est la cellule 4C. D'accord? Celle-là, elle sera la 5C. Donc maintenant, si je sélectionne les deux, donc essayez de le refaire à la maison, hein, d'accord? Donc j'ai sélectionné une plage. Pour sélectionner, je clique, je fais un clic gauche avec la souris, que je maintiens jusqu'à la deuxième. D'accord? Donc je refais. Donc je clique ici, clic gauche, et je glisse jusqu'à la deuxième cellule. D'accord? Regardez ce qui va se passer ici. D'accord? Dans cette cellule-là. Regardez ce qu'il va écrire. Je refais. Donc là, il me donne la cellule C4, que vous voyez ici. Donc maintenant, si je reste appuyé en faisant un clic gauche, et je descends, il m'écrit 2L. Donc il va sélectionner deux cellules. Et j'ai sélectionné deux plages. D'accord? Alors maintenant, regardez ce que je vais faire. C'est ça qu'on fait souvent avec Excel, ou avec n'importe quel tableur. Je vais me mettre ici sur le coin inférieur droit. Vous voyez ici, il y a une croix qui va se dessiner. Oui. Vous la voyez? Ou je zoome un peu plus peut-être. Là, quand je vais me mettre ici, il y a une croix qui se dessine. Si je me balade là, il n'y a rien. Et là, il y a une petite croix fine. Vous la voyez maintenant? oui, Et là, maintenant, je vais appuyer clic gauche sur cette croix et je vais descendre. Et lui, il va comprendre en fait que je lui demande d'incrémenter. Donc, c'est-à-dire de remplir ces cellules en ajoutant 1 à chaque fois. Si je n'avais pas sélectionné deux cellules, si j'avais mis que la première, si vous prenez la première sans sélectionner une deuxième, lui, il ne va pas comprendre ce qu'il faut copier. Pour lui, on copie qu'un seul nombre, et là, il va copier 0. D'accord? Donc la parade, c'est de mettre un deuxième nombre ici. Et lui, il va comprendre qu'en fait, en passant de 0 à 1, on a ajouté 1, et il va faire la même chose pour les autres cellules. Première façon de remplir une colonne avec des chiffres allant de 0 jusqu'à ce que vous voulez. Deuxième façon de faire, je vous fais un cours un petit peu accéléré sur le tableur. On reviendra sur le tableur. Hein. Sur le tableur, il y a toujours des questions de ce type-là au brevet. Qu'est-ce que je dois saisir? Qu'est-ce que je lis dans cette cellule, etc. Je peux remplir cette colonne autrement. Regardez ce que je vais faire. C'est la façon qu'on utilise le plus souvent. Je vais venir dans la deuxième cellule, dans la cellule C5. Et je vais demander à Excel de me mettre comme contenu dans C5 le contenu de C4 plus C5, plus 1. Pardon. Donc dans C5, on va juste ajouter 1 par rapport à C4. Donc qu'est-ce que je vais faire comme opération? Quand on lui demande de faire un calcul, je vais appuyer sur égal d'abord avec votre clavier. Ensuite, on va tout simplement lui dire je voudrais ajouter 1 à cette cellule. Donc je vais cliquer sur la cellule C4. Donc lui, pour lui, il écrit C4.
il attend l'instruction, et donc, OK, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je vais lui dire d'ajouter 1, plus 1. Ça marche? Je fais entrer, bah, c'est normal, il va m'afficher 1. Mais cette opération-là, je peux la copier. Vous voyez maintenant dans la cellule C1, regardez ce qu'il y a dans la cellule C1, il y a une opération. Et cette opération, je vais pouvoir la copier. La copier pour les cellules suivantes. Et donc, du coup, il va ajouter à chaque fois 1 en tenant compte de l'adresse de la cellule. Donc, je vais faire maintenant comme tout à l'heure. Donc, je vais me mettre sur cette cellule qui contient cette opération. Et je vais mettre sur le coin inférieur droit, dès qu'il y a la croix qui se dessine, ici la petite, la fine, je vais cliquer un clic gauche et je vais copier la formule. Là, je suis en train de copier une formule. Donc, je peux aller assez rapidement jusqu'à, par exemple, je dis n'importe quoi, on va s'arrêter à 200. Et là, il m'a ajouté 1, il a fait tous les multiples de 1, si vous voulez, là. Donc là, c'est les multiples de 1. En fait, la table d'addition de 1, 0, 1, 2, 3, en un seul clic. D'accord? Bon, ça, cet exercice, c'est bien de le reprendre à la maison tranquillement. Vous allez passer peut-être un petit peu de temps au départ, mais après, c'est du temps gagné pour vos cours, etc. Et même pour faire des tableaux. C'est utile de maîtriser Excel. Bon, là, on est vraiment sur les bases. Alors, revenons à notre question. Donc, moi, je voulais en fait, ici, dans la colonne D, ici, donc, je vais l'écrire correctement, multiple, faire apparaître les multiples de 12. Donc, quand vous avez un texte qui est mangé à gauche et à droite, la technique, c'est de venir ici sur la barre et se mettre sur la ligne, ou la colonne, si vous voulez, ici, et cliquer 2 fois avec un clic gauche, ça le détend, ou sinon, manuellement, ça marche aussi. Alors, donc, du coup, je reviens à ma question. Donc, les multiples de 12, je voudrais les faire apparaître ici. D'accord? Ensuite, je vais faire pareil pour les multiples de 16. Donc là, pareil, si on veut copier à droite, bah, je vais faire le même principe. Je me mets à gauche ici et je glisse vers la droite. Il m'a copié la même chose et en plus, il est intelligent, il a ajouté 1. Il pensait que j'allais faire les multiples de 13, mais non, je voudrais les multiples de 16. Alors, donc l'idée, c'est de venir ici et créer le premier multiple de 12. Mis à part, je voudrais peut-être... Ah, j'aurais dû insérer... voilà, ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. Donc, je vais commencer ici. Donc là, je vais créer le plus petit multiple de 12. C'est lequel? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme plus petit tout à l'heure? 0. 0. 0. Et on a fait comment pour trouver le 0? On a multiplié. 0 par 12. OK? On a fait 0 par 12. Bon, donc là, je vais faire la même chose. Il faut que je trouve le moyen de faire un 0 fois 12. D'accord? Et donc, je vais faire 0 fois 12. Si je fais 0 fois 12, ça marche là. Mais attention, si je fais 0 fois 12 comme ça, il ne m'a rien fait comme calcul. Est-ce que quelqu'un comprend l'erreur ici? Il n'y a pas le égal. Très bien, il n'y a pas le égal. Voilà, donc ça, c'est la première erreur. Donc, à chaque fois, au CRPE, on va vous donner 3 réponses. C'est assez souvent le cas. La première réponse, on ne va pas vous mettre le égal. Si vous mettez une réponse sans l'égal, la preuve, ça ne calcule pas. Hein. C'est du texte pour lui. Hein. Donc, regardez, si je mets l'égal, je fais bien l'opération. OK. Le problème, maintenant, si je copie cette opération, qui est, c'est bien 0 fois 12, si je la copie vers le bas, il m'a mis 0. Il m'a copié 0 fois 12, en fait, si vous voulez. Mais moi, je voulais faire 0, 12, 24, etc. Alors, pourquoi il n'a pas calculé? Parce qu'en fait, on lui a demandé de copier une formule statique. 0 fois 12, c'est statique, ça ne bouge pas, c'est toujours 0 fois 12. Par contre, si je lui dis maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais lui dire,
ce 0 fois 12, je ne vais pas le calculer comme ça. Je vais tout simplement prendre le 0 qui est ici. Vous voyez? Et je vais le multiplier par 12. Je vais trouver 0. Mais la différence, c'est que quand je vais copier cette formule, elle est dynamique. Elle va bouger. C'est-à-dire le C4, ici, ça sera un C5, C6. Donc, je vais pouvoir faire du calcul. Donc, avec Excel, quand on dit une formule, dans votre formule, il ne doit pas y avoir que des nombres. Il doit y avoir au moins une cellule, comme le cas pour moi ici. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais copier cette cellule. Et là, du coup, il m'a fait les calculs. Et donc là, je vois apparaître les multiples de 12, 0, 12, 24, etc. Regardez, si je me mets dans la cellule D6, vous voyez, la cellule D6, je vois bien c'est 6 fois 12, donc il a incrémenté. Donc cette cellule-là, 2 fois 12, etc. Voilà la parade. Donc avec vos élèves, vous pouvez réinvestir ce travail en faisant par exemple toutes les tables de multiplication. Commencez par la table de 2, table de 3, etc. Jusqu'à 10, hein, on s'arrête à 10 ou 12 si vous voulez. Et en tout cas, à la fois ils vont maîtriser, ils vont jouer un petit peu à l'informatique et ils vont apprendre la notion de multiple tout en construisant eux-mêmes les tables de multiplication. Je trouve ça intéressant. C'est ce que je fais avec vous. Donc du coup, moi je vais copier maintenant cette formule jusqu'à la fin. Hein. On va s'arrêter à 196. Et donc là, j'ai les multiples de 12 fait assez rapidement, sans aucun calcul. Et donc c'est Excel qui s'en charge. Donc je vais vite maintenant, je vais faire la même chose. Je vais copier à droite. Donc à droite, il m'a copié la formule D4 fois 12. Moi, je vais juste changer le 12 par 16. Et maintenant, je vais pouvoir copier cette formule. Et là, j'aurai les multiples de 16. Vous voyez? Donc là, on a les multiples de 16. Et on va pouvoir regarder maintenant ligne par ligne et de voir si... alors, il y a un petit problème ici. Il y a un petit problème, c'est qu'en fait, il m'a mis D4 alors que moi, je voulais rester avec C4. Vous voyez? Donc, il faut faire attention quand on copie. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, c'est bien C4. Donc, c'est bien ça fois 16. Et je vais recopier. Donc, il ne m'a pas copié la bonne forme. Voilà. Donc, c'est mieux comme ça. Bon, c'est quand je présente, quand on voit ça la première fois, ça fait peur. Mais voilà, en pratiquant un petit peu les choses, ça devient un peu simple. Donc, du coup, je regarde s'il n'y a pas de souci. 32, voilà. Ok, c'est bon? Il y a des questions, c'est dur, ça va? Ça va. bon. Voilà. Alors moi, j'ai fait ça, pourquoi? Pour vous montrer que comment faire alors, donc, pour trouver les multiples. Donc là, les multiples, donc là, j'ai le 48, là, ici. Donc on voit bien le même nombre. Donc 48 est un multiple de 12, et les multiples de 16. Donc il est bien à la fois un multiple commun de 12 et 16. Et la question que je vous ai posée, quel est le multiple suivant qui est commun aux deux? Alors essayez de trouver. 144 Avant le 144, il y en a un. à 96. 96. 96, c'est aussi, il apparaît chez les deux. 144 aussi. Alors à votre avis, c'est quoi le lien? Ce sont tous des multiples de 48. 48 fois 2, on passe à 96. 48 fois 3, on passe à 144, etc. Donc si vous rajoutez 48 ici, vous allez trouver quel est le nombre suivant là? Regardez, 92.
Donc, ça veut dire le plus petit, le 48, c'est le plus petit commun multiple. Donc, celui-là, on va l'appeler le PPCM. C'est le plus petit commun à ces deux nombres. Donc, le plus petit commun multiple de 12 et 16. Et après, tous les multiples de ce PPCM, on l'appelle PPCM, ils seront forcément multiples communs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'on a trouvé le premier, les autres vont sortir. OK? Alors, Ok. bon, ça, on le fait pour présenter les multiples et expliquer ce que ça veut dire un PPCM. Alors maintenant, il sait faire, hein, Excel, il sait trouver le PPCM tout seul. On va tout simplement lui demander PPCM. Il va sortir PPCM, là, vous voyez? Et on va lui demander le PPCM de quel nombre? De 12. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais peut-être me décaler un peu. Ici, je vais écrire 12. Ici, je vais écrire 16. Et là, je vais lui demander de calculer le PPCM. Donc, il suffit de taper PPCM. La fonction PPCM est dans le répertoire, donc ça sort. Et on va lui dire PPCM de 12. Donc, on nous dit point virgule, regardez, vous voyez nombre 1, point virgule, donc point virgule entre les deux. Et le deuxième nombre, c'est 16. Et je fais entrer. Donc là, il m'a trouvé le PPCM de 12 et 16 directement. Bon, nous, on l'a fait, on a appliqué la définition. Je vous le mettrai, ce fichier, après sur Teams. Hein. D'accord? Donc ça, c'est le premier nombre, nombre 1. Nombre 2. Donc vous avez le PPCM ici. C'est des nombres. OK? Ok. Voilà, on va centrer ça pour que ça fasse joli. Bon, centrer, c'est avec ça, alors c'est plus pour la forme. On va mettre du gras. Voilà. On voit bien le résultat. Et le 48, c'est ce qu'on a mis en rouge ici. Donc, on va le mettre pareil. Voilà notre PPC. OK. Donc, ça, c'était la notion de plus petit commun multiple. Donc là, si je change les nombres, si je mets 20, 40, j'adapte à la situation. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai mis égal et les nombres, j'ai été chercher la cellule G3 et la cellule H3. OK? C'est ça l'avantage de travailler avec les cellules et pas avec les nombres. Alors maintenant, je vais tout simplement regarder, bon, on l'a fait la dernière fois, donc on ne va pas le refaire, juste de calculer le PGCD de ces deux nombres-là. Donc vous vous rappelez la technique, donc on regarde les diviseurs, on verra aujourd'hui, si le temps nous permet, une autre technique. Donc on regarde, on liste les diviseurs de 12, les diviseurs de 16, et on regarde le plus grand commun aux deux. Là, on va le faire avec le logiciel, avec Excel. Donc je vais lui demander, au lieu de PPCM, je vais faire PGCD. Voilà. Et on va lui dire, toujours de 12 et 16. Et donc là, il me trouve le PGCD de 12 et 16. OK? Donc, le plus grand nombre diviseur commun de 12 et 16, c'est 4. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver un diviseur plus grand que 4, qui divise à la fois 12 et 16. 12 divisé par 4, ça donne 3. 16 divisé par 4, ça donne 4. On ne peut pas réduire plus si on avait une fraction. Alors, pourquoi je vous ai fait tout ça? C'est pour qu'on puisse faire le produit maintenant du PGCD et du PPCM. Je vais me décaler un peu vers la droite. Ici, je vais faire PPCM multiplié par PGCD. Alors, dites-moi ce que je dois saisir ici pour calculer le PPCM fois le PGCD dans la cellule K3. Mais excusez-moi, Monsieur Pacha, Oui. ça sert à quoi de multiplier PPCM et PGCD? Ça va sortir tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Bonne question, D'accord. en tout cas. Ça va venir, ça va venir. Bah, c'est égal Égal. la cellule
I3 I3. multiplié par la cellule J3. I3. Alors, j'ai multiplié le PGCD par le PPCM, j'ai trouvé 192. OK? Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais multiplier ce nombre, qui est 12, par ce nombre qui est 16. Devinez ce que je vais retrouver comme résultat. Le même. Le même. D'accord? Donc, voilà pourquoi je vous ai fait cette opération. Donc, à retenir, le PPCM multiplié par le PGCD de deux nombres, c'est toujours égal au produit des deux nombres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais le PGCD, je peux trouver le PPCM. Et si je connais le PPCM, je peux trouver le PGCD en passant par une multiplication. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le PGCD multiplié par le PPCM est toujours égal au nombre, je vais les appeler N1 fois N2. D'accord? Donc ça, quelque chose qui est utile dans les exercices. Et on l'utilise parfois dans certains exercices. D'accord? C'est pas compliqué à retenir. Ça veut dire qu'en fait, ça va vous faciliter les choses. D'accord? Si vous avez déjà passé du temps à chercher le PGCD, c'est pas la peine à passer du temps à trouver le PPCM. Vous dites que N1 fois N2 ou A fois B égale le PPCM d'AB fois le PGCD d'AB, et c'est terminé, vous pouvez trouver l'autre. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous ai présenté l'outil Excel, tableur, et maintenant, on va essayer de voir aussi avec la calculatrice comment retrouver ces résultats-là. Ça peut être utile lors de l'examen, et ça peut être utile aussi pour vérifier vos résultats. OK? Alors la calculatrice, j'utilise la calculatrice TI Collège Plus, que j'ai l'émulateur. Après, il y a l'équivalent avec Casio. Ça marche aussi bien, Casio Collège, hein, FX92. Les deux qu'on utilise au collège. Alors, si vous avez envie d'utiliser une calculatrice scientifique plus élaborée, pour l'examen, il va falloir qu'elle soit dotée d'une mémoire, il faut qu'elle soit dotée du mode examen. Parce qu'à partir du moment où elle a une mémoire, il faudra, voilà, il faut qu'elle soit dotée du mode examen, sinon c'est interdit. Donc voilà, attention à ça. C'est pas le jour de l'examen, vous venez avec la plus grosse calculatrice et on vous dit non, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Parce que bon, les nouvelles, les récentes, elles sont toutes dotées du mode examen, mais parfois, il y a certains candidats viennent avec des vieilles calculatrices qui, elles, ne sont pas dotées du mode examen et se retrouvent voilà, devant le fait accompli, c'est-à-dire interdiction d'utiliser. Et c'est pas la peine de perdre du temps avec des calculatrices super sophistiquées. Voilà, ce type de calculatrice collège, ça suffit largement pour ce qu'on fait. Et c'est même adapté pour ce genre d'exercice, le genre d'exercice type CRPE. Alors, donc du coup, on était en train de chercher donc, le PPCM. Alors d'abord, vous connaissez tous cette calculatrice, elle est en bleu, orange, deux couleurs, je crois, bleu et orange. Oui. Vous la connaissez? Bon. Oui. On va aller dans le menu maths. Donc c'est très facile d'utilisation. Et donc vous allez dans le menu maths, vous avez eu, donc il y a PGCD, PPCM. Alors app c'est la valeur absolue, donc on ne l'utilisera pas. Donc nous on va utiliser ou le PPCM ou le PGCD. Donc je clique sur PGCD. D'accord, donc entrée. Et donc là il attend le PGCD de quel nombre? Quel nombre pluriel, hein. Donc 12. Donc faites attention, il faut lui mettre un point virgule, sinon on aura une erreur. Donc je vais le faire pour voir ce que ça donne comme erreur. Donc 12, 16, vous fermez la parenthèse, faites entrer. Donc là, il vous dit problème. Là, pas de panique. En fait, c'est parce qu'on n'a pas saisi point virgule. D'accord? Alors moi, je vais tout effacer. Voilà. Je repars maths PGCD. Donc 12, 16 ou 16, 12, c'est la même chose. Donc je crois qu'on a commencé par 12, non? Ouais, 12. Donc maintenant, point virgule. Le point virgule, il faut actionner
bouton jaune, là, il faut actionner donc seconde. Donc vous voyez, pour chaque bouton, vous avez deux possibilités. La possibilité directe d'appuyer sur le bouton, et donc ça affiche tout ce que vous voyez là. Et l'option arrière, il faut l'activer avec seconde, point virgule. Donc maintenant j'ai un point virgule, 16, je ferme la parenthèse. De mémoire, même si vous ne fermez pas la parenthèse, ça fonctionne. Hein. Et donc, entrée, il me donne le PGC. Voilà. Simple comme bonjour, il n'y a rien à faire. Tout va bien. On fait la même chose pour le PPCM, donc maths. Je passe à PPCM, donc le plus petit comme un multiple de 12 et 16. Et donc, on a trouvé quoi comme résultat? 48. 48, et vous faites entrer, vous avez 48. Voilà, vous vérifiez. Donc, alors, en général, donc, si vous avez l'un, vous trouvez l'autre. Hein. Si j'ai le PGCD, bah, il suffit de faire donc 12 multiplié par 16, c'est le produit des nombres, et vous divisez par l'un ou l'autre. Si vous divisez par 4, vous trouvez 48. Si vous divisez par 48, vous allez trouver 4. OK? OK. Bon, voilà, donc je vous ai un petit peu donné pas mal d'informations, pas mal d'outils. Prenez le temps, les 2 semaines à venir, on n'aura pas de visio. Vous avez le temps de reprendre le fichier que vous mettrez après. Essayez de le reconstruire par vous-même. Essayez de faire ces calculs à la calculatrice. Ça aide et ça rassure le jour de l'examen. D'accord? Donc, on aura pas mal de choses à faire avec la calculatrice hein, pour l'examen. Donc, de mémoire, dans ce chapitre arithmétique, on aura la décomposition à voir. On verra la simplification aussi. La calculatrice nous aide. Décomposition, on produit le facteur premier, simplification, et on aura aussi la partie stat qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas dans l'arithmétique, mais ça sera plus tard. Ok, donc je reviens à ma leçon. Donc on a fini de parler de PPCM. Donc la question qui nous a permis qui nous a obligé de basculer sur Excel, c'était de deviner tous les autres multiples communs. Bah, ils seront forcément multiples de 48. Quoi, hein. Donc le plus petit, il est là, et après, ça sera 2 fois 48, et 3 fois 48, etc. Tous les multiples de 48 sont à la fois multiples de 16 et de 12. Pardon, il ne fallait pas les écrire là, c'était pour les écrire dans un ensemble de multiples communs. Donc là, je vais corriger. Donc, je vais le mettre en rouge. Donc ici, les multiples communs. Donc, mis à part le 0, donc le 0, on ne le prend pas, hein, d'accord? Parce qu'il ne nous intéresse pas dans les calculs. Donc, ça sera donc 48. Et les multiples de 48. C'est ce qu'on a vu avec le tableau. OK? OK. Bon, voilà OK. pour cette question de PPCM. Donc, c'est un petit exercice, une petite ligne là, mais super importante pour l'arithmétique. Et il y a certains exercices qui tombent dessus. Donc, c'est pour ça que je vous le présente correctement. Maintenant, on arrive à la définition d'un nombre premier. Donc, notion fondamentale en arithmétique. C'est vraiment la construction de tous les entiers naturels passe par le nombre premier. D'accord? Donc, ce sont avec les nombres premiers qu'on a construit, qu'on a défini, qu'on peut définir la construction de tous les nombres entiers. Je ne vous parle que des nombres entiers, hein, je vous l'ai dit, hein, en arithmétique, on ne parlera pas des nombres réels. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier? Qu'un nombre premier, pardon. Donc un nombre premier, c'est un nombre qui n'aura que 2 diviseurs, exactement 2 diviseurs, uniquement 2 diviseurs, 1 et lui-même. C'est la définition d'un nombre premier. Alors, est-ce que vous en connaissez? Les premiers, on va dire. Allez, je vous écoute. Quel est le plus petit nombre premier, si on applique la définition? Ah, 1, Et non. Il est tombé dans le 2, piège. Et ben 2, voilà. Et ben 3. justement, Monsieur Bachat, j'avais une question par rapport au 1,
Parce que je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas partie des nombres premiers, puisqu'on peut le diviser par 1. Regarde, Je... 2 diviseurs et lui-même. il a 2 diviseurs. Est-ce que 1 a 2 diviseurs? Oui ou non? non. Ah non. Donc, ça n'est pas un nombre premier. D'accord? 1, ça n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur, c'est lui-même. Et nous, on a donné la définition d'un nombre premier, c'est 1 et lui-même. Donc, il faut exactement 2 diviseurs. D'accord? Okay. Donc, dans la définition, vous avez exactement 2 diviseurs. Donc, du coup, ce serait 3, 5, 7, etc. Avant le 3, Bah, j'ai le 2. voilà, on a 2. Donc, 2, c'est un nombre premier. Pourquoi il a 2 diviseurs uniquement? 1 et 2. Ben voilà. Et donc, Mais d'ailleurs... j'ai Oui. regardé que c'était, quand j'avais lu, Oui. j'avais compris que c'était le seul qui était pair Et oui, parmi les nombres premiers. Et oui, on ne trouvera pas. Le seul nombre premier pair. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite. Donc, ensuite, on a le 3. Le 3, il est premier, puisqu'il a exactement 2 diviseurs. 1, bon, ça va de soi. 2, ben non, il est impair. Et donc, on passe à 3. 3, forcément, c'est lui-même, donc c'est bon. Donc, il est premier. Ensuite, est-ce que 4 est premier? Eh ben non, puisqu'il est pair. Donc, il est divisé par 2. Donc, il a au moins 3 diviseurs. Il aura exactement 3 diviseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous les nombres pairs de ce fait, du fait qu'ils soient divisibles par 2, donc ils auront en plus de 1 et eux-mêmes un diviseur, donc tous les nombres pairs ne peuvent être premiers, sauf 2. OK? Alors ensuite, on va aller vite maintenant. Donc on aura le 5, 6, oui ou non? Non. Bah non, il est pair. Donc 7, 8. Non. 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 9. Non. Bah 9 non, puisqu'il est multiple de 3. Donc 10, il est enlevé. On passe à 11. 12, bah non, il est pair. Non. 13. 14, pair, on oublie. 15, on oublie, parce que c'est un multiple de 5. 16, il est pair, on oublie. 17, il est premier. 18, on oublie. 19, il l'est. Oui. 20, on oublie. 21, Non. non, multiple de 3. 22, Non, il est pair. il est pair. Et on arrive à 23, il est premier. 24, on oublie. 25, multiple de 5. 26, pair. 27, Non. 27, 27 multiple de 3. 28, pair. 29, il est premier. 30, il est pair non plus. Et 31, vous devez connaître au moins jusque-là. D'accord? Donc ceux-là, il faudra les connaître rapidement sans erreur. D'accord? Donc jusqu'à 31, c'est déjà pas mal. OK? Parce qu'on va utiliser ces nombres-là pour vérifier si d'autres nombres sont premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut d'abord connaître ces premiers nombres premiers. Et bien sûr, on en a une infinité de nombres premiers. Les nombres premiers sont très importants en arithmétique, mais aussi en informatique. C'est eux qui rentrent dans tout ce qui est cryptographie, sécurisation des données. D'accord? Tous les comptes bancaires, les clés des cartes de sécu, tout ça, vont utiliser énormément d'algorithmes sécurisés à l'aide des nombres premiers. Et notamment, on va utiliser ce qu'on appelle le reste de la division, puisqu'ils sont premiers, donc dès qu'on divise n'importe quel nombre par un nombre premier, on aura toujours un reste. Et donc, on va jouer sur ce reste-là. Bon, après, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, les nombres premiers sont précieux. Et les ordinateurs continuent à chercher la liste des nombres premiers, enfin les nombres premiers nouveaux, donc ils sont énormes, hein,
pour pouvoir les utiliser dans la sécurisation de données de plus en plus, on va dire, grave, dans le sens où qu'il faut pas craquer. Craquer dans le sens déjouer la sécurité. Voilà pour les nombres premiers. Alors, je vais passer à la page d'après. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non. Non. Bon. Non, non. Ok. Alors, donc tout ce que j'ai dit ici, donc tout ce que je dis là, donc sont là. Donc j'ai ajouté le 31. Donc tout ce que j'ai dit, c'est écrit. Vous l'avez également sur Teams. Il existe une infinité de nombres premiers, je viens de vous le dire. Alors maintenant, on voudrait savoir si 59 est un nombre premier. Bon, il y a eu pas mal de choses qui ont sauté en passant par le PDF, là, mais bon. Alors, comment je vais faire pour savoir s'il y a un nombre quelconque qui est premier? Eh bien, on ne les connaît pas tous par cœur, donc il va falloir un petit peu gratter et d'essayer de faire des calculs pour savoir s'il est premier. Première chose à faire, l'idée est de tester tous les diviseurs. D'accord? C'est ça, hein? Donc on va tester les diviseurs inférieurs à 59. Dès qu'on trouve que un diviseur, un nombre plus petit que 59 divise 59, ben ça s'arrête là. Vous allez dire, il n'est pas premier. Si vous allez jusqu'à 59 et vous ne trouvez aucun diviseur, ça veut dire qu'il est premier. C'est ça la définition. Il a uniquement deux diviseurs, un et lui-même. Sauf que tester tous les diviseurs jusqu'à 59, ça vous fait 59 divisions à faire. On va enlever 2 parce que 1, 59, bah c'est ce que donc il nous reste 57 tests à faire. C'est beaucoup quand on les fait manuellement. Eh bien, on a un théorème qui est facile à démontrer, qui est démontrable, hein, qui nous dit que, bah, en fait, il suffit de tester les diviseurs inférieurs ou égal à racine carrée du nombre. Donc, on va calculer racine carrée de 59. Alors, dites-moi combien ça fait racine carrée de 59? À l'aide de la calculatrice, on va peut-être le faire. Hop. On va passer à la calculatrice. Donc, racine carrée, donc, je vais activer la seconde, hein, parce que sinon c'est x carré. Donc, racine carrée de 59. Et je regarde. Donc là, on donne la valeur exacte de la valeur approchée. Pour la valeur approchée, on clique sur les deux flèches ici. Donc, la valeur approchée, c'est 7,7 environ. Donc, on va s'arrêter à 7. D'accord? On s'arrêtera à 7, puisqu'on a dit inférieur ou égal. Il n'y a pas de nombre égal donc à racine carrée de 59 entier. Donc, on s'arrêtera à 7. Donc, on va tester les diviseurs jusqu'à 7. OK, donc on va faire les divisions de 59 jusqu'à 7 et on va voir si ça fonctionne. Donc, on va tester tous les nombres et voir s'ils divisent. Hein. Donc, le 1, bon, c'est normal, il divise. Hein. Donc, le 2, est-ce que le 2 divise 59? Non, Pourquoi? parce que c'est un nombre impair. Très bien. Donc, ça, sur une copie, il faut le justifier. Hein. 2, parce qu'il y a un pair. Donc, 3, critère de divisibilité par 3. Donc, 5 plus 9, ça nous donne 14. 14 n'est pas un multiple de 3. Donc 3 ne divise pas 14. Donc 3 ne divise pas 59. Vous voyez? Est-ce qu'on peut diviser 59 par 4? Bah, il n'est pas dans la table de 4. Sinon, on l'aurait vu. Hein. Par 5? Non. Non plus. Critère de divisibilité par 5. Chiffre des unités. 0 et 5. Voilà. Par 6. Il nous reste par 6 et par 7. Bon, par 7, on connaît la table de 7. Hein. Il n'est pas dans la table de 7. Par 6, pour qu'il soit divisible par 6, ou multiple de 6, il faut qu'il soit divisible par 2 et par 3.
Ce n'est pas le cas. On vient de dire qu'il n'est pas multiple de 2. Il n'est pas multiple de 3. Il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, donc il ne sera pas divisible par 7. Donc là, on s'arrête là. Donc on a testé tous les diviseurs jusqu'à racine carrée de 59, les diviseurs entiers. Et donc, on peut dire que 59 est un nombre Premier. premier. D'accord? Donc là, ça nous permet de dire qu'il est, de confirmer qu'il n'est pas premier. Qu'il est premier, pardon. Dès qu'on trouve un diviseur qui fonctionne, c'est terminé. OK? Je vais vous montrer avec Excel. Bon, je pense qu'on finira sur ça. La décomposition, on la fera la prochaine fois. Mais Monsieur Pacha, excusez-moi, Oui. j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on est obligé donc de déterminer la racine carrée du nombre pour Oui. ensuite avoir le chiffre? Bah oui, parce que si tu calcules pas la racine carrée du nombre, tu vas t'arrêter à quel nombre? Tu es obligé de t'arrêter à 59. Non, mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Ah Est-ce non, tu n'es qu'on, pas obligé de calculer. Oui, oui. Tu peux approximativement. J'ai compris. C'est ça ta en question? ne voyant que le chiffre 59, est-ce qu'on ne peut pas déjà déterminer s'il est premier ou pas? Il faudra connaître tous les nombres premiers jusqu'à 59 alors. Il n'y a que cette méthode-là. Ah, il y a que cette Il méthode. n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. D'accord. Si on vous dit de démontrer, de vérifier ou dire s'il est premier ou pas, la seule méthode qu'on possède aujourd'hui, c'est celle-là. C'est tester tous les diviseurs jusqu'à 59. Mais à l'aide de ce petit théorème qui est ici, on peut s'arrêter à la racine carrée de 59. D'accord? Okay. La racine carrée de 59, pour ne pas perdre du temps à regarder 8 x 8 ou 7 x 7, bah, moi je prends ma calculatrice et je regarde. Voilà, 7,7, on s'arrête à 7. Même si tu t'arrêtes à 8 ici, c'est pas grave. De toute façon, il ne peut pas être multiple de 8 parce qu'il n'est pas multiple de 2 ni de 4. Donc ça s'arrête. OK? Et c'est la seule méthode. Il faut vraiment, si jamais ça tombe, il faut justifier. Hein? Donc ici, en fait, c'est un exercice en fait implicite qui suppose l'utilisation des critères de divisibilité. D'accord? Puisque à chaque fois que tu vas justifier par 2, par 3, par 5 ou par 9, par exemple, tu vas expliquer que tu connais les critères de divisibilité par 3, etc. Donc il faut rédiger, quoi. Là, j'ai pas rédigé. Hein. OK? Ça marche? Oui. Mais on n'a pas d'autre méthode. Hein. D'accord. On n'a pas d'autre méthode pour ça. Alors, j'étais en train de dire que je voulais juste essayer de vous montrer avec Excel. Donc, je vais juste zoomer. Donc, même démarche. Par exemple, j'ai deux nombres. Bah, j'ai 59. Et je voudrais faire la division par 7. Et je veux savoir si 59 est un multiple de 7. Donc, comment je fais pour savoir si 59 est un multiple de 7? Question de cours. Comment je fais si 7 divise 59, autrement dit? Quel est le moyen que j'ai? Quelle est la méthode qui me permet de savoir si 7 divise 59? Pas de réponse? C'est de poser la division et de regarder le... Ah oui, le reste. Eh oui, il ne faut pas oublier, ça c'est vraiment la méthode. Hein. D'accord? 7 divise 59, si le reste de la division de 59 par 7 me donne 0. Et le 7 avec Excel, en fait, c'est le modulo. Je crois que maintenant on arrête directement. Non. Modulo. Voilà, mode renvoie le reste de la division. Donc je vais taper mode. D'accord? Nombre 1, 59. Ça aussi, ça sort parfois dans certains sujets. Et donc le diviseur qui est ici. Et donc si vous faites la division de 59 divisé par 7, vous allez avoir un reste égal à 3. Donc si le reste est égal à 3, ça veut dire que 7 n'est pas un diviseur. Vous êtes en train de me suivre là ou pas?
qui accélère un Oui. peu. Ouais. Oui, oui. Comment ça, 7 n'est pas un diviseur, vous Bah, venez de dire? 7 n'est pas un diviseur de 59 puisque j'ai un reste égal à 3. Ah oui, oui. D'accord? Donc, cette feuille-là, je vais l'appeler test division. Test diviseur ou test reste diviseur. Voilà. Et la première, c'était, ici, on a parlé de PPCM. Voilà. Vous passez de l'une à l'autre. Voilà. Donc, je peux tester maintenant, je peux tester un autre diviseur. 6. On a dit que 6 n'était pas bon. Hein, donc, je vais faire pareil. Hein, et je vais faire pareil ici. Alors, je vais cliquer. Voilà. Donc, le reste de la division de 59 par 6, c'est 5. Donc, ça n'est pas un diviseur. Donc là, je peux m'amuser à tester tous les diviseurs, puisque c'est le logiciel qui le fait. Je peux aller de 1 jusqu'à 59. Alors, si je me mets 1 ici, combien je vais trouver comme reste là? 59. Quel est le reste de la division 59 par 1? Le reste de la division. C'est Bah, un 0. 59. C'est un Ah 0. bon? Ah Bah oui, oui, c'est un 0 pour le reste. Oui, pardon. puisque 1 divise 59. Bah oui. Mm. Si vous mettez 59 ici, vous allez trouver un reste de... Un reste de 1. 0. Pas de 0, oui. Je suis en train de parler du reste. Oui, D'accord? oui, oui, oui. Le reste de la division. D'accord? Donc retenez la formule. Le reste, il s'appelle le mode, ou modulo. Hein. En fait, c'est le modulo. Avec Scratch, on l'utilise aussi. Hein. Ça, on l'utilise avec Scratch aussi. Hein. D'accord? Donc là, c'est le premier G, on le fait avec Excel. On le fera un autre jour avec les programmes de calcul avec Scratch. Donc ça me permet de regarder le reste d'une division d'un nombre par un autre. D'accord? Donc 59 divisé par 7 me donne un reste égal à 3. Donc je vais dire tout simplement que 7 ne divise pas 59, n'est pas un diviseur de 59. Autrement dit, 59 n'est pas un diviseur de 7. On peut faire ça à la calculatrice aussi. D'accord? Alors, dans la calculatrice, je ne vais pas utiliser une division classique, la division décimale. Je vais utiliser la division euclidienne. Donc, je vais activer, donc d'abord, c'était 59, que je voudrais diviser par 6, me semble-t-il, hein, par 7. Donc, si je fais ça par 7, donc je vais activer la division euclidienne. Vous voyez? La barre là, ici. Donc là, je ne suis plus dans une division normale, enfin décimale. C'est plutôt une division euclidienne. Donc 59 divisé par 7. Et je fais entrer. Et là, il va me donner le quotient et le reste. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé avec Excel. Donc, si j'ai un reste égal à 3, ça veut dire que 59 n'est pas un multiple de 7. Et là, avec votre calculatrice, vous pouvez lister tous les diviseurs d'un nombre. D'accord? Donc 59, est-ce qu'il est divisible par 6? On a dit que c'était non, hein, on va le vérifier. Donc divisibilité, donc je pose la division par 6, et là vous allez trouver un reste égal à 5. C'est ce qu'on a trouvé avec Excel. Maintenant, si je pose la division de 59 par 1, quel est le reste que je vais trouver? 0. 0. Hein? C'est normal, puisque 1 est un 1, il divise 59, 1 il divise tous les nombres, donc il va diviser 59. Donc voilà, donc je vous ai mis un petit peu tous les outils en votre possession qui vous permettent d'avancer, d'être en sécurité, on va dire, quand vous faites des calculs s'agissant de multiples ou de diviseurs. Et c'est de là où on va chercher les PPCM et les PGCD de deux nombres, le PGCD de nombres, ou bien quand il s'agit de vérifier si un nombre est premier ou pas. Donc, vérifier s'il est premier ou pas, c'est une notion de divisibilité. On va regarder de près, on va scruter les diviseurs de ce nombre-là. Il faut qu'il ait uniquement deux diviseurs, exactement et uniquement deux diviseurs. Hein, on a vu que 1, il n'en a qu'un, donc ça n'est pas un nombre premier. Si on voit qu'il a exactement deux diviseurs, donc c'est un premier, on le déclare premier, sinon il ne l'est pas. Et donc ça, c'est, pour l'instant, on est dans la détermination de la primalité, on parle de primalité de nombre. On verra plus tard pourquoi on utilise les nombres premiers et dans quel exercice on va pouvoir travailler avec les PGCD, PPCM
et les nombres premiers. D'accord? Mais sachez-le déjà, pour vous, qu'on est dans une notion essentielle en mathématiques, c'est la construction de tous les nombres entiers. En fait, les nombres premiers sont tout simplement les briques qui permettent de construire n'importe quel nombre entier. C'est ce qu'on verra la prochaine fois, et on verra comment décomposer ces nombres-là pour trouver ces petites cases, ces nombres premiers qui ont servi à construire ce nombre-là. OK? Ok, Monsieur Ok. Bachar, les nombres premiers sont abordés en quelle classe? Alors, les nombres premiers, maintenant, on les aborde en 5e, ensuite en 4e, ensuite en 3e, et ensuite en lycée, en SP, et énormément d'utilisation des nombres premiers dans le programme du supérieur, de Mathsup, Maths P, et même ceux qui font des licences et masters en mathématiques. D'accord. Pour vous dire, en fait, les nombres premiers, c'est carrément un pavé d'algèbre consacré aux nombres premiers. C'est beaucoup de... C'est très important, vraiment. Alors, nous, dans le collège-lycée, ça sera... lycée, ça commence à prendre de l'ampleur quand on passe en SP. Mais au collège, ça va rester au niveau, de dire s'il est premier ou pas. Hein, voilà. Après, donc, si vous connaissez tous les noms premiers jusqu'à 31, vous êtes à l'aise pour tout ce qui est décomposition et tout ce qui est recherche d'autres nombres premiers. Voilà. À l'oral, on peut vous demander de donner les noms premiers que vous connaissez. Donc c'est pour ça que je vous demande, c'est des choses-là, dans un développement, c'est impardonnable. Il faut vraiment les connaître. La calculatrice aide, mais quand il s'agit de notions à retenir, je vous le dirai dans les visios, ce sont des choses qu'un jury demande. Parce que ce sont des notions liées à la divisibilité. Donc, ce sont des notions de multiples et de diviseurs. Donc, c'est votre métier, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment la partie angulaire importante, quoi, de l'école primaire. Multiple, table de multiplication, et le diviseur, c'est encore la table de multiplication. Et quand on a des nombres qui n'ont uniquement que 2 diviseurs, ce sont des nombres précieux qu'on va chercher de près, ce qu'on appellera les nombres premiers. Premiers dans le sens où c'est les premiers pour construire les autres. Hein. Voilà. Ok, donc prochain cours que je ne me plante pas, c'est bien le mercredi 30 août. On va se revoir, donc on va pas se voir le mercredi prochain, ni celui d'après. Donc on se reverra le mercredi 30 août et on continuera avec les nombres premiers qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Ça vous convient? Merci. Merci. Mais je vous en prie. Bon, Bonnes vacances. Merci bien. C'est bonnes vacances. Merci et bonnes vacances. Voilà, bon travail à vous. Alors reprenez Merci. cette visio si vous avez des points qui vous ont un petit peu perturbé. Reprenez-la, je vais vous la mettre après en replay. Reprenez-la tête reposée pour bien l'assimiler. Il faut du temps sur certaines choses. Il faut revenir 2 ou 3 fois. Alors, en termes de pédagogie, on nous dit qu'il faut revenir sur la notion 3 fois pour la mémoriser le plus longtemps possible. 3 fois, pas dans la même journée. Hein. Donc, vous espacez donc là, vous allez la regarder, je ne sais pas, 2 ou 3 jours après. Après, vous refaites un 3e passage dans une semaine et vous allez voir que votre cerveau verra les choses encore plus clairement. Là, je parle à vous, là, mais je parle aussi à ceux qui nous suivent en replay. Hein. N'essayez pas de regarder le même jour, espacer dans le temps les choses, c'est beaucoup mieux pour le cerveau et beaucoup mieux pour la mémoire à long terme. Voilà, allez, passez un bon week-end et je vous dis bye bye dans 15 jours. Voilà. Merci, bonnes vacances. Merci à vous. Merci, bonnes vacances. Au revoir, Merci, monsieur. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.